Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review de Backlash 2020. The greatest match ever, the greatest wrestling match ever, le GOAT, ça me poursuit. Alors, j'ai plein de choses à dire sur cette carte de Backlash et sur ces combats. Il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Et bien sûr, vous attendez mon avis sur le main event. Mais une petite parenthèse pour commencer cette émission. J'aimerais vous parler aussi que ça a été un très bon week-end de catch chez WWE, puisqu'on a eu aussi la finale pour le titre intercontinental entre AJ Styles et Daniel Bryan sur SmackDown on Fox. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a eu une promo de AJ Styles pendant Backlash, où il est revenu un petit peu sur sa victoire, parce que AJ Styles a remporté le combat, et où il a parlé un peu qu'il allait avoir une cérémonie peut-être à SmackDown, et qu'il allait un peu récupérer l'idée du Fighting Champion, et que le champion était phénoménal, etc. J'adore le AJ Styles quand il est heel comme ça, là je l'adore, moi je trouve ça super bien. Et je le dis honnêtement, le match AJ Styles-Daniel Bryan était un excellent combat, et toutes les mauvaises langues ont dit peut-être que AJ Styles Daniel Bryan sera le meilleur combat du week-end. C'est-à-dire que le greatest wrestling match ever, peut-être que ça sera pas, même ne serait-ce que le meilleur match de la semaine. C'est pour dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai adoré le AJ Styles Daniel Bryan, mais il y a toujours ce défaut qu'il y a dans les matchs en ce moment. C'est bien sûr que la foule, c'est pas une vraie foule. C'est une foule qui réagit pas comme une vraie foule réagirait, on va dire, dans le temps normal. Et ce qui fait que je ne crois pas une seule seconde, par exemple, que AJ Styles aurait été hué dans ce match. Il y a des choses comme ça qui font tiquer, des This is Awesome qui, je pense, ne seraient pas venus de la part des foules, même s'ils le disent un peu des fois de façon bizarre et étrange. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ce match, je suis pas fan de ce combat, je suis pas fan de cette façon dont la foule réagit à ce combat. Par contre, le combat en lui-même, le combat, ce qui s'est passé, c'était un pur bonheur. C'était un pur bonheur, c'était génial. AJ Styles, Daniel Bryan, t'as l'impression que tu pourrais les laisser 1 heure, qu'ils te sortiraient le match le plus grand de tous les temps, hein, le greatest match ever. Mais je me suis tout de suite dit, si ça avait été devant une foule complète, avec toute une salle remplie, avec des fans complètement chauds, ça aurait été sublimé. Ça aurait été sublimé. Et ça m'a un peu... voilà. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien écouter la foule aussi dans un combat. Et celui de SmackDown était moins réussi, malheureusement. C'est mon avis. Dites-moi en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de la foule. Et j'en parlerai plus pour le Orton Edge, parce que la foule a joué quelque chose, a été extrêmement importante pour mon appréciation du match. Et donc c'est AJ Styles qui a remporté le match. C'était excellent, je vous le conseille. Hein, AJ Styles, Daniel Bryan, SmackDown on Fox, c'était trop bien. Alors, ensuite, donc, on va parler donc de Backlash. Alors, Backlash a commencé avec le pré-show, il y avait Apollo Crews contre Andrade. Moi, je suis très fan d'Andrade depuis toujours, depuis qu'il était chez NXT, moi je le trouve hyper charismatique. J'adore sa manageuse Zelina Vega, que je trouve exceptionnelle, on le dit pas assez, mais elle est top. Elle est vraiment top, cette fille. Elle a un vrai style, elle est... Enfin, moi, quand vous le voyez porter ses ciseaux de tête, par exemple, elle les porte super bien à chaque fois. J'aime énormément. Alors, le match a duré quand même 7 minutes 25. Pour un match de pré-show, c'est quand même pas mal, qui dure 1 heure quand même. J'ai trouvé ça très, très sympa. Et honnêtement, c'était un très bon match de pré-show. Ça aurait même très bien pu être un opener pour un match, pour le show classique, tout simplement. C'était super sympa. C'était super sympa. Alors après, moi j'ai un défaut, c'est que j'accroche, j'aime énormément Andrade. Andrade a perdu, bon, il a perdu son titre, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Andrade, j'aurais bien voulu le voir en Mr. Money in the Bank, pour qu'on le construise sur une année complète en tant que grosse menace pour un titre. Je l'avais expliqué la dernière fois quand j'ai parlé de Money in the Bank. Mais, bon, c'est pas le projet. Andrade, son règne de champion des États-Unis, c'est sûr qu'il restera pas dans la légende, c'est certain, pour plein de raisons, mais surtout parce que bon, il y a eu une blessure, la wellness policy qui lui est tombée dessus. Bref, pas mal de choses. Son règne a été un peu coupé. Et ils ont mis Apollo Crews qui... c'est pas que j'aime pas Apollo Crews, parce que je trouve qu'il a énormément de talent. Il bouge bien, il est réactif, etc. C'est juste qu'il n'a pas de personnalité, Apollo Crews. Apollo Crews, c'est un noir qui arrive et qui est souriant. C'est tout ça. Donc, si WWE m'écoute, if you listen to me, ce qu'il faut pour Apollo Crews, c'est une rivalité, une prochaine rivalité là, personnelle, qui va lui donner du background, qui va lui donner de la personnalité. Il faut qu'on vienne le chercher sur un peu du personnel, il faut venir le chercher sur lui, quoi. On ne connaît pas Apollo Crews. Apollo Crews, c'est personne. C'est un mec qui arrive, qui est souriant. C'est rien de plus. Il faut travailler son personnage, il faut lui donner un peu de profondeur, donner-lui du background, limite, je sais pas, rajouter lui un manager, rajouter lui des trucs, enfin, rajouter des choses pour que
Apollo Crews ne peut pas rester comme ça là, juste le mec souriant qui vient avec le titre des États-Unis. C'est pas possible. Il faut lui donner un petit peu de grain à moudre parce que si vous le faites pas, vous allez vous en mordre les doigts parce qu'Apollo Crews, il a un énorme talent. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup qu'il soit managé par MVP parce que je pense que ça lui ferait beaucoup de bien, tout comme ça a fait beaucoup de bien à Bobby Lashley, on en parlera tout à l'heure. Et même si ça provoquerait son heel turn, mais au moins il se passerait quelque chose. Là, avec Apollo Crews, il ne se passe malheureusement rien. C'est un peu dommage. Bon, c'est comme ça. Alors, après donc le show a commencé avec le premier match donc de la carte qui était le match triple menace entre les filles pour le titre par équipe. Donc Sasha Banks et Bayley qui sont les nouvelles championnes défendaient leur titre contre Alexa Bliss et Nikki Cross et les Iconics. RS, rien à signaler, c'était Osefree 3000. Ce que j'ai détesté, c'est mes goûts, c'est parce que j'adore Sasha Banks, qui est une catcheuse que j'admire énormément, et qui pour moi est très mal utilisée chez WWE depuis quelques temps déjà, et qui est dans un programme d'attente avec Bayley, sauf que son programme d'attente il dure quand même depuis quasiment un an d'attente, pour une catcheuse qui pourrait te porter la division féminine de SmackDown sans aucun problème. C'est une honte, enfin c'est mes goûts, mais là par exemple ils ont fait entrer Sasha Banks, et en même temps, ils continuaient de diffuser l'interview de Bayley qu'elle était en train de faire en coulisses. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était l'interview de Bayley, l'entrée de Sasha Banks, elle servait... On s'en foutait. Alors que j'adore l'entrée de Sasha Banks, j'adore la musique de Sasha Banks, j'adore tout chez Sasha Banks. Et honnêtement, elle n'a pas été respectée chez cette intro. Donc elles ont gagné le combat. Dans un combat, comme je l'ai dit, il n'y a rien à signaler, il s'est rien passé. C'est un opener sans prétention, mais limite, moi je l'aurais mis dans le pré-show, parce que je pense que ça aurait mieux eu sa place dans le pré-show. Ça a duré 8 minutes 50. Et j'aurais mis le Andrade Apollo Crews dans le show principal, parce que je pense que ça nous aurait plus chauffé pour commencer le show. C'était sympa, mais sans plus. Et comme je l'ai dit, Sasha Banks, il faut que ça démarre là. Il va falloir envoyer du bois, il faut qu'il se passe quelque chose. On peut pas rester sur ce programme d'attente là où elle reste sur les titres par équipe. Elle doit être dans le title picture, elle doit être championne de SmackDown. Ça fait longtemps que ça doit être le cas, là il faut s'y coller. Il n'y a pas Becky Lynch en ce moment. Vous n'avez pas tant de catcheuses non plus qui sont des catcheuses incroyables. Vous avez Asuka, forcément, vous avez Charlotte Flair, vous avez Bayley. La seule, voilà, il y a un moment, Sasha Banks, il va falloir qu'il se passe des choses. Donc s'il vous plaît, WWE, écoutez-moi, passez un peu la seconde sur Sasha Banks parce qu'il serait peut-être temps. Alors j'ai beaucoup entendu que le heel turn de Sasha Banks, enfin en tout cas le turn de Sasha Banks sur Bayley, se passerait quand il y aurait de la foule. Alors c'est vrai, mais sauf que s'il n'y a pas de la foule jusqu'à septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre, comment on fait? Alors je sais qu'au Japon, ils vont reprendre la foule là bientôt, pour le pay-per-view qui s'appelle comment, Dominion, ils vont reprendre la foule, donc plutôt bon signe. Ça voudrait dire que peut-être à SummerSlam, on aura peut-être un peu de foule, peut-être pas la totalité, mais déjà rien ne serait-ce que si on avait 2-3 000 personnes, croyez-moi que ça ferait du bruit. Il y a des salles où il n'y a pas tant de monde que ça. La salle de NXT par exemple, il n'y a pas une foule immense, mais ça suffit pour donner une très belle ambiance. Il faut juste que ça soit bien sonorisé pour qu'on entende le maximum de son de la foule, tout simplement. Donc Sasha Banks et Bayley vont conserver leur titre, comme je vous l'ai dit, un match RS. Sheamus Jeff Hardy. Alors, c'est une rivalité très personnelle qui fait beaucoup penser à la rivalité Chris Jericho contre CM Punk à WrestleMania 28. J'ai adoré ce combat. Ce combat dure 16 minutes 50, c'était bourrin, c'était génial. La rivalité, alors oui, il y en a qui la trouvent crade, parce qu'on revient sur les problèmes d'addiction de Jeff Hardy, etc. Ce qui est très bizarre, c'est que quand c'était CM Punk à l'époque, j'entendais personne qui venait gueuler, parce qu'on trouvait que Chris Jericho, il était génial, et que ses promos, elles étaient géniales, et tout. Et là, c'est Sheamus et Jeff Hardy, et ben là, oh non, mais ouais, mais c'est pas aussi bien, machin. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait il y a quelques années, que maintenant, ben voilà, c'est passé, on fait plus. Mais non, c'est super bien, au contraire, je trouve que la promo que fait Sheamus et Jeff Hardy dans le dernier show de SmackDown était très réussie. Alors après, bon, il y a toujours ce problème de la foule, comme je vous ai expliqué, avec des moments où c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'était un super combat. Très bourrin. Moi j'adore quand Sheamus il porte son backbreaker là sur la cuisse, vous savez, et là il prend ça, bam, ça c'est d'une violence, et Jeff Hardy le vend tellement bien. Je sais pas s'il fait aussi mal que ce que ça a l'air, mais quand il le porte, Sheamus, il est tellement déterminé et tellement que c'est exceptionnel. Voilà, donc Sheamus va battre Jeff Hardy. Ça promet, je pense, un match retour à Extreme Rules, parce qu'on a vu que ce serait Extreme Rules. Peut-être un TLC pour Jeff Hardy, c'est possible. Et vu le côté bien bourrin et bien badass qu'ils nous ont montré là, si jamais on leur met des chaises, des tables, des échelles,
Ça serait pas mal. Ce qui serait bien par contre, c'est qu'il y ait un enjeu en plus. Par exemple, je sais pas moi, un match pour le titre de Braun Strowman, par exemple, à SummerSlam, ou j'en sais rien, enfin un truc comme ça, qu'on rajoute un petit élément en plus, genre il y a une mallette à l'intérieur, et dans la mallette, il y a un match de championnat pour SummerSlam contre Braun Strowman, et on pourrait avoir Jeff Hardy contre Braun Strowman, ou Sheamus contre Braun Strowman, s'il préfère. Je pense qu'il vaudrait mieux miser sur Jeff Hardy, parce que ça serait quand même un peu plus vendeur. Mais même si Sheamus a fait un bon retour, et il a été vraiment excellent hier soir. Les deux, il y a une alchimie. Comme je le dis, des fois, il y a des catcheurs, ils n'ont pas d'alchimie. Et eux deux, ça a marché tout de suite. Tout de suite, une super alchimie entre les deux. Parce que Sheamus, il aime bien les points un peu plus légers comme ça. Je me souviens par exemple quand qu'il aimait bien les matchs contre Daniel Bryan, des choses comme ça. Parce que, voilà, quand il y a un catcheur qui est un peu plus léger que lui, eh ben, il peut encore plus montrer sa brutalité. Et ça marche très bien pour Sheamus là-dessus. Donc victoire de Sheamus. Ensuite, Asuka contre Nia Jax, victoire par double décompte à l'extérieur. Je suis littéralement dégoûté par ce combat qui est pour moi une aberration. Asuka, il faut la pusher, il faut la mettre en avant, il faut la mettre en valeur. Ce match n'aurait jamais dû se finir en double décompte à l'extérieur. Asuka, elle peut battre Nia Jax sans problème, elle l'a déjà fait à NXT, elle l'a déjà endormi à NXT, elle l'a déjà battu à NXT. Elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu protéger Nia Jax. Moi, je suis pas le plus grand fan de Nia Jax de la Terre. J'ai bien aimé son combat avec Ronda Rousey, par exemple, à l'époque, elle était très réussie. Mais le reste, c'est une bonne catcheuse, mais je suis pas en admiration devant Nia Jax. Et là, Asuka, il fallait la mettre en avant parce qu'en plus j'entends beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a un Charlotte Flair Asuka qui vient. Mais il faut la pusher Asuka parce que Asuka a déjà perdu contre Charlotte Flair à WrestleMania, le jour où elle avait brisé la streak d'Asuka. Donc il faut la remettre over. Et là, elle a passé beaucoup de temps à être par équipe, à beaucoup perdre contre Becky Lynch. Il faut la relancer, Je ne comprends pas cette décision. Pour moi, c'est une erreur de la WWE. Le match a duré 8 minutes 25. Il n'y a rien à en tirer. C'était pas incroyable. C'était passable, quoi. Il y avait rien dans ce combat qui te faisait dire ah c'est un super combat. Moi, j'ai été extrêmement déçu par ce combat. Et malheureusement, le combat d'après va être encore plus décevant. Parce qu'on va enchaîner Braun Strowman contre John Morrison et The Miz. Alors, on avait eu une petite news en début de show, où en fait, la personne qui fera le tomber sur Braun Strowman deviendra unique champion et pas co-champion comme c'était prévu. Donc en fait, ça devient quasiment un triple threat, sauf que John Morrison et The Miz peuvent pas faire le tomber l'un contre l'autre. Alors, ce match-là me fait beaucoup penser à un match qu'on avait eu il y a quelques années. Pour la génération NT1, je pense que vous vous en souviendrez, c'était Undertaker qui était champion du monde, contre Chris Jericho et le Big Show qui étaient champions par équipe. Et donc il fallait battre l'Undertaker et tu pouvais devenir champion du monde. C'était un bon combat à l'époque, je me souviens. Bon, Undertaker avait gagné. Et là, un peu, c'est la même idée. Sauf que à l'époque, je me souviens que Chris Jericho et le Big Show avaient eu, on va dire, de l'offense sur l'Undertaker et on pouvait croire qu'ils allaient gagner. Mais là, ne cherchez pas, hein. Jamais, à aucun moment, tu peux croire que John Morrison, qui pourtant, à WrestleMania, je vous en ai parlé il y a 2 mois, j'avais dit qu'il avait volé le show, qu'il était incroyable, qu'il était exceptionnel, j'avais utilisé plein de mots. Là, il est passé complètement à côté, transparent. The Miz, alors The Miz, ça n'a jamais été son fort. Quand tu le fais affronter un gros catcheur, gros gabarit, ça marche pas. The Miz, ce qu'il aime bien, c'est affronter des catcheurs de son gabarit. Des Dolph Ziggler, des Daniel Bryan, je sais pas moi, qui vous voulez, AJ Styles, des gens comme ça, qui ont un peu le même gabarit que lui. Quand tu lui mets un monstre, un Big Show, un Strowman, un qui vous voulez, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas son style de catch, c'est pas son style. Il sait pas bien le vendre, ce truc-là, ça marche pas très bien. Mais là, moi, ce qui me choque le plus, c'est John Morrison. John Morrison, qui était un des agents, je pense, livres les plus over sur le circuit, avec son passage chez Ring of Honor, chez Impact et tout. Il est inexistant chez WWE, mais qu'est-ce qu'ils font de ce mec? C'est pas possible. Il devrait déjà avoir eu un titre intercontinental ou un titre US. Là, il est en train de... Ils sont en train de le gâcher avec The Miz. J'étais bien content de les revoir en équipe, c'était sympa. Mais honnêtement, ça a assez duré. Il faut pusher John Morrison. C'est le moment, quoi. Ça serait dommage de passer à côté. Après l'avoir fait revenir, je trouve ça hyper dommage. Donc le match a duré 7 minutes 20. Honnêtement, je pense que ça m'a paru long. Et là, il y a eu à peu près une vingtaine de minutes là, entre ces deux combats-là, avec les deux combats. Je me suis dit, putain, j'étais un peu fatigué. Il était 3h du matin. J'ai dit, oh là là. Je me suis dit, mais je vais peut-être aller me coucher carrément, hein. Je regarderai Edge Orton demain. Et bon, j'avais tellement envie de le voir ce match que ça m'a maintenu éveillé. Et arrive Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Le match a duré 13 minutes 15. Un match très bon.
Un match de bourrin, MVP, génial, son arrivée avec Bobby Lashley, c'était parfait, parce que je trouve qu'il a rajouté beaucoup. Le fait que Bobby Lashley porte la prise de Chris Masters, je trouve qu'il la porte excellemment bien, parce que Bobby Lashley n'est pas un mauvais catcheur, c'est juste qu'il a pas de charisme, Bobby Lashley, j'ai toujours dit. Et donc là, ils lui ont mis un manager qui, je trouve, correspond très bien à Bobby Lashley, ce qui n'est pas le cas de Lana. Pour moi, Lana, Bobby Lashley, ça n'a jamais marché, jamais, j'ai jamais réussi à m'y faire. Je trouve que ça ne prend pas, que ça a fait fabriquer, que ça fait mal fait, que c'est pas bon, ce que vous voulez. Je comprends qu'ils veulent la garder à l'écran, Lana, depuis que Rusev fait partie. Mais honnêtement, faites-lui faire autre chose parce que ça n'a aucun intérêt. À la limite, je vais être là General Manager si vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais pas ça quoi. C'est nul. C'est l'alliance des deux, elle marche pas. Et là, donc, c'est Drew McIntyre qui va gagner ce combat. Un combat de bourrin. Un combat... j'ai adoré le finish avec Lana qui arrive. Qui monte. Alors là, c'est sûr, quand on l'a vu arriver, on s'est dit oh là 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 là, ça y est, c'est la cata. Elle monte sur le ring pour encourager Bobby Lashley. Et puis là, Bobby Lashley la fait tomber. Et hop, il se retourne. Et là, Claymore Kick de Drew McIntyre qui est magnifique, son Claymore Kick. J'ai adoré ce combat. Un vrai combat de force en plus. Alors, ce qui est très très bien, c'est que Bobby Lashley, là, il tombe contre un excellent adversaire. Contre Drew McIntyre, qui lui aussi est extrêmement tanké, qui vraiment... Enfin, il est incroyable. Et justement, bah, ça a fait une super alchimie. Et là, Bobby Lashley, encouragé par MVP, avec en plus cette nouvelle prise de finition, la prise de Chris Masters, j'ai plus son nom, excusez-moi. Ça lui rajoute un côté hyper badass, hyper méchant, qui est bien plus que son finish, qui est pour moi sans saveur. Parce que à part porter des spears par exemple, Bobby Lashley, c'est pas... Même s'il le porte bien son spear. Je préfère celui de Edge, mais il le porte bien, ou celui de Roman à la limite. Il le porte bien, mais je trouve qu'il le glorifie pas plus que ça son spear. C'est un spear comme un peu Batista porter son spear quoi. C'est-à-dire un spear, mais voilà, c'est pas le truc de fou. Alors que Edge quand il porte son spear, ou que Roman Reigns porte son spear, ça déboîte quoi, t'as l'impression que ça les a transpercés en deux. J'ai adoré ce combat. J'ai adoré ce combat. Je sais pas combien d'étoiles ça vaut, hein, j'ai du mal moi à noter. Mais honnêtement, je pense que c'est un bon 4 étoiles, hein, je pense. C'est un excellent combat. En plus, la foule était très bien. Là, j'ai rien à redire parce que je trouve que il faut être derrière Drew McIntyre. Et c'est évident que la foule aurait été derrière Drew McIntyre. Donc, elle était cohérente avec ce que je m'attendais à voir. Donc, il n'y a rien qui m'a choqué dans la foule et elle était très bien. Donc c'est Drew McIntyre bien sûr qui va gagner et qui va conserver son titre de champion de la WWE. On passe ensuite à un truc. Un match Viking Riders contre les Street Profits, contre des ninjas, contre Akira Tozawa et un gigantesque mec, voilà. Alors, comme je l'ai dit, j'ai un peu décroché sur les weekly en ce moment parce que j'ai du mal à regarder les shows moi sans public. Même s'ils ont rajouté un peu de monde, etc. Donc ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est quand même pas... C'est pas pareil, quoi. Et puis surtout parce que c'est pas un vrai public, c'est pas des vrais gens. C'est des catcheurs, et donc ils sont là pour kiffer tout, quoi, en gros, et hurler sur tout, donc c'est pas exactement pareil. Mais là, j'ai pas compris. Donc vu que j'ai pas suivi tous les weekly, est-ce qu'Akira Tozawa, les Viking Riders, les Street Profits, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire? Pourtant je suis les résultats chaque semaine et tout, je vais voir des résumés sur les highlights machin, mais je comprends pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un passé entre Akira Tozawa et ces mecs là? C'est sorti de nulle part. En plus ça faisait moche. Ça faisait limite Power Rangers, vous savez, vous savez les méchants des Power Rangers là, quand ou des Tortues Ninja, vous savez, quand il y a, enfin surtout les Power Rangers, je me souviens, où t'avais le méchant mais qu'il arrivait avec plein de petits ninjas là pour fracasser les Power Rangers, et les Power Rangers les fracassaient en 2 minutes et après ils allaient voir le gros boss final. Bah en fait, t'as l'impression que c'est un peu ça quoi. Sauf que ça n'a rien à faire là, je comprends pas quel est le rapport avec la feud de Viking Riders contre Street Profits, enfin j'ai rien compris. J'ai rien bité, donc dites-moi si vous avez compris, mais en plus c'était long, je sais pas, j'ai pas de temps là-dessus, mais je sais pas combien de temps ça a duré, mais honnêtement ça a duré, ça a duré, trop, hein, trop. Voilà, bref, voilà, rien à dire là-dessus, ils vont s'affronter demain à Raw, les Street Profits et les Viking Riders. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, est-ce que les ninjas vont arriver en plein milieu du combat, fracasser tout le monde? Est-ce qu'Akira Tozawa avec ce grand mec black là, le grand, est-ce qu'ils vont faire une équipe par exemple? J'en ai aucune espèce d'idée, j'ai rien vu comme teasing là-dessus chez WWE, donc je sais pas trop ce qui se passe. Donc dites-moi vous si vous avez compris, mais moi voilà. Donc je veux bien croire que j'ai dû rater des épisodes, j'ai dû rater un peu des éléments, mais là j'avais l'impression d'avoir raté quasiment un chapitre entier de mon histoire. Je comprenais rien, je comprenais rien.
Et quand on comprend rien à 4h du matin, c'est chaud. 3h du matin. Il était 3h15, je crois, quand ça s'est produit. Je me suis même dit, si ça se trouve, je dors. Et le main event. Le main event, the greatest wrestling match ever. Randy Orton contre Edge, annoncé en grande pompe avec 2 entrées magnifiques, annoncé bien sûr par la voix mythique de l'annoncement chez, annonceur mythique de chez WWE, Finkel, Howard Finkel, qui est vraiment exceptionnel. Il a une voix vraiment une voix particulière. Le match a été enregistré, le match a été monté, le match a été préparé. Ils ont eu la possibilité de refaire ce qu'ils voulaient, etc. pour que le match soit justement le match parfait. Sauf que il y a eu pas mal de news qui sont tombées cette semaine, donc déjà bon, il y en a plein qui ont été choqués que le match ait pu être préparé. J'ai envie de dire, mais vu que c'est pas en direct, profitez-en. Pourvu que nous, l'important c'est le résultat, c'est pas la façon dont ça a été obtenu. On s'en fout que ça a été coupé, charcuté, on s'en bat les reins. Alors moi personnellement je m'en fous. Et surtout que j'ai rien vu qui m'a choqué. J'ai pas vu de faux raccord vraiment terrible, j'ai rien vu de quelque chose d'horrible. Par contre, le match, c'était censé donc être le greatest match ever. Ben moi j'ai adoré le combat. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand ça s'est terminé à 4h et quelques du matin, je ne savais pas quoi en penser. Je l'ai même tweeté. Je vous mettrai mon compte Twitter si vous voulez aller voir. Je l'ai tweeté, j'ai dit je ne sais pas quoi penser de ce truc. Et puis bah donc j'ai rangé mon ordi, j'ai éteint ma télé, etc. Et puis là je l'ai retweeté, j'ai dit bon, il vieillit bien dans ma tête. Il vieillit bien, ça fait déjà 5 minutes que je viens de le regarder là. Je me suis pas encore endormi et tout. Ben il vieillit bien. Et j'avais pas envie de faire cette vidéo ce matin, enfin sans vous proposer, sans avoir revu le match. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait avant de tourner? Ben, je l'ai revu. Je me suis rematé le match en entier. 44 minutes 45 de bonheur. Donc 90 minutes de Edge Orton en une journée. C'est quand même énorme. Et je me le suis refait. Et ce match, bah en fait, non, il vieillit très très bien parce qu'il est vraiment très bon. Et justement, pourquoi je vous parlais de Daniel Bryan et AJ Styles, pourquoi j'ai fait mon intro sur SmackDown, c'est que AJ Styles et Daniel Bryan n'a pas profité d'une foule bien cohérente avec ce qui se passait dans le ring. Et là, je trouve qu'ils ont rajouté des bruits de foule. Alors c'est sûr que ça se sentait hein, qu'il n'y avait pas autant de monde et tout, mais c'était magnifique. J'ai adoré. Alors moi je suis fan de Edge, hein, je porte son t-shirt aujourd'hui, donc voilà, je suis fan de Edge depuis toujours. Edge Orton, une rivalité exceptionnelle, qui s'écrit tout seul. Même si j'espère que Edge finira par avoir des rivalités avec des jeunes catcheurs pour les aider à les pusher et avoir des affiches inédites. Ça serait bien quand même, parce que ça serait dommage que Edge soit simplement revenu pour affronter des vieilles légendes comme Randy Orton. Il serait peut-être temps de lui donner des bons adversaires. Mais ceci étant dit, le match, il était super, très référencé, psychologique, avec un Edge qui va beaucoup s'attaquer à l'épaule de Randy Orton, ce qui fait très référence. Les commentateurs, je l'avais beaucoup critiqué quand j'avais parlé de Edge Orton à WrestleMania, et là justement, bah, je vais le dire, les commentateurs ont été excellentissimes sur ce combat. En particulier, bah, Samoa Joe était très bon, mais Todd Phillips a été excellemment bon aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de remises en contexte. C'est-à-dire que par exemple, ils ont remis en contexte que Randy Orton s'était fait mal à l'épaule dans un affrontement avec Edge, dans lequel il s'était littéralement sorti l'épaule en frappant contre le ring. Ils ont beaucoup parlé de la nuque de Edge, ce qui prépare en fait psychologiquement, on se dit mais comment il va gagner? Ah bah on le sait, le RKO sur la nuque. Et puis en fait, bah il y a des gens qui ont commencé à le mettre sur Twitter, mais en fait s'il commence à travailler sur la nuque comme ça, ce qui serait génial, c'est qu'il est en train de préparer peut-être le punt kick, mais ça faisait des années qu'on n'avait pas vu le punt kick, donc ça paraissait... voilà, ça semblait pas l'opportunité de le sortir, ça aurait été génial qu'il le sorte, c'est ce qu'on se disait tous, mais voilà, c'était plus une théorie comme une autre. Puis le match se déroule, il y a des références, il y a des prises qui sont portées par d'autres catcheurs. On peut penser au sharpshooter de Bret Hart, on peut penser au rock bottom de The Rock, on peut penser, enfin, il y en a eu plusieurs des prises, on va dire, qui sont des prises assez connues et légendaires. Ça a donné un côté très... on rend hommage au catch, quoi. C'est une génération de catcheurs. Ça me fait beaucoup penser à un match entre Triple H et Undertaker dans la façon dont ils l'ont marketé. Parce que Triple H et Undertaker, quand ils s'étaient affrontés à WrestleMania 28, on disait c'était the end of an era, quoi. C'est-à-dire la fin d'une ère, c'était un match historique, etc. Là, c'est un peu la même idée. Et c'est vrai que Edge, Randy Orton représente... Alors, c'est pas une ère, mais quand même, ça représente quand même... C'est quasiment les deux derniers catcheurs qui continuent de travailler, alors surtout Orton, parce que Edge est un part-timer, Orton il travaille toutes les semaines, ou qui sont de cette génération de catcheurs avec les Batista, Triple H, etc. Enfin, Triple H était là avant, mais qui sont des catcheurs qui sont là depuis un moment et qui pourraient faire passer le flambeau aux autres, mais qui là ont eu envie de prouver
qu'ils en avaient encore de quoi faire. Et c'était génial. L'ambiance était folle, les références étaient géniales, la psychologie du match, comme je l'ai dit, par exemple, moi j'adore quand Edge, il a son regard comme ça, là, avec les yeux exultés comme ça, là, et qui, tu sens qu'il a une façon de vendre Edge que j'adore. Je pense que c'est un des meilleurs pour vendre quelque chose, c'est génial. Et Orton, avec son côté pervers, son côté... là, on commençait à revoir le Orton de la Legacy, le Orton de 2009, le Orton méchant et tout, on commençait à voir revenir. Et puis le match a continué. On savait que le match serait long parce qu'il y avait plein de rumeurs là-dessus. Et le match serait long. Et puis là, il dépasse les 20 minutes, il y a une demi-heure, etc. Et moi, plus ça avançait, plus je me disais, mais ça va se finir quand et tout. Et là, des faux finishes, plein de faux finishes à la fin, des RKO, des spears. Alors... ça enlève un peu le côté, par contre, RKO. Vous savez, le côté, le finish qui te cloue au sol. Souvent, Randy Orton, il a besoin que d'un RKO pour battre quelqu'un. Là, il y a eu une profusion, on va dire, de RKO et de Spear qui n'ont jamais suffi. Bon, ça atténue un petit peu l'impact du RKO, mais bon, vous inquiétez pas, il suffira qu'il en reporte une dizaine sur des catcheurs et qu'il tombe du premier coup, et le RKO redevient le truc que c'est. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une prise exceptionnelle de RKO, moi j'adore. Et derrière, il reste quelques minutes, et là... à partir du moment là on a commencé à enchaîner les spears, les RKO, qu'on a commencé à enchaîner les prises et à essayer vraiment de vouloir gagner, et qu'il y a eu des near falls, des 2,5, quasiment des 2,99, tellement c'était fou. Et puis, boum, on évite Edge, et là le punt. Et là le punt. Paf 1, 2, 3. Et malheureusement, le punt a été botché. Alors je comprends pas qu'ils aient pas essayé de le tourner mieux. Ils ont plein de plans de caméra. Il n'y avait pas un meilleur plan de caméra qui montrait pas que Orton touche pas du tout la tête de Edge, parce que honnêtement il passe vraiment à côté. Et il se claque violemment la jambe, hein, donc on entend bien que ça voulait toucher, mais que ça touche pas. Et ça se termine là-dessus. Donc terminé sur un botch. Enfin, moi je l'ai vu comme un botch. Après peut-être que pour vous, vous l'avez peut-être pas vu comme ça, mais alors moi quand je l'ai vu, j'ai dit mais il a pas touché la tête. Hein. Il y a un écart, il est immense. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas... ils auraient dû en fait prendre le plan et puis hop le changer avant qu'il touche la tête. Parce qu'on l'aurait compris hein, qu'il y avait le punt. Vous inquiétez pas, pas la peine de nous montrer, on l'aurait su, on l'aurait compris. Et là, 1, 2, 3, il gagne. Et là on retrouve le Randy Orton de 2009, quand il était avec Stephanie par exemple sur le ring là, et qui se met au-dessus comme ça, et qui le regarde et qui lui dit « Bon Edge, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, dis bonjour à ta famille, dis bonjour à tes 3 enfants, ou je sais plus quoi et tout, et dis leur bonjour de ma part et tout. » Et là il repart. Et t'as la civière qui arrive, ils veulent faire partir Edge dessus, sauf que Edge refuse. Il dit non, je veux pas repartir dessus, je repartirai de mes propres moyens. Et Orton qui regarde ça, et on sait pas trop ce qu'il pense. Est-ce que c'est de l'admiration? Est-ce que c'est est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce qu'il aura compris la leçon? Enfin, quand le catch arrive à te transmettre des messages sans même parler, c'est là où c'est quasiment une œuvre d'art, quoi. Donc j'ai adoré ce combat. Je sais pas, ça sera certainement pas le meilleur match de tous les temps. Beaucoup garderont probablement Okada Omega, même si moi personnellement je trouve qu'Okada Omega c'est 1h05, c'est trop long. Moi personnellement quand je l'ai vu, 1h05 ou 1h10, je sais même plus combien de temps ça dure, j'avais trouvé ça trop long. Je préfère un match limite qui dure une demi-heure ou 35 minutes. Bien plus, voilà, c'est plus mon truc, c'est mon avis. Ou alors il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans le ring, il faut qu'il se passe beaucoup de choses, etc. Quand ça dure vraiment très longtemps, voilà. Après bon, je suis pas assez le produit de Japan pour pouvoir en parler. Je préfère par exemple Taker Michaels par exemple. Taker Michaels, il est moins long, il dure quand même que 22 ou 23 minutes. C'est-à-dire 3 fois moins que Kenny Omega contre Kazuchika Okada. Et pourtant le match est excellentissime et l'histoire elle est racontée, elle est pertinente du début à la fin et ils n'ont pas besoin de nous prendre 1 heure de show pour un match pareil. Bon, c'est qu'une critique comme ça, mais moi j'ai adoré ce combat. Je sais pas si c'est le greatest match ever, probablement pas, hein, comme je l'ai dit, mais c'était certainement le meilleur match du confinement. Ça, y a pas, je pense même pas que New Japan arrivera à proposer un meilleur match du confinement, parce que là ils vont les faire à huis clos. Je sais pas trop comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont mettre un peu de gens dans le public? Est-ce qu'ils vont faire machin? Enfin, je sais pas trop. On verra. On verra ce que ça donne. Surtout qu'eux, ils se sont moqués des fédérations américaines en disant ouais, on fera pas de huis clos. Et puis au final, ils font des huis clos. Donc franchement, vaut mieux fermer sa gueule quand on sait pas. Vaut mieux, voilà. Moi, je me serais bien tu. Et ils vont ramener le public. Donc on a hâte de voir ça, ce que ça va donner. Et de l'autre côté, j'ai rien vu moi chez AEW qui est meilleur que ce qu'on a vu là. Et je peux vous dire que le dernier pay-per-view était vraiment une vraie déception pour moi. Donc j'ai adoré ce combat.
Mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, surtout de ce combat, bien sûr de ce main event. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette psychologie, de cette écriture, le travail sur l'épaule, le travail sur la nuque, etc. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et puis du pay-per-view en règle générale, bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Le lien YouTube est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément. C'est pour améliorer le matériel de la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!